maintenant on va parler de ton livre plus spécifiquement. Enfin, de notre livre avec François Varro, puisqu'il en a écrit à 4 mains. Voilà, donc KGB, DGSE, deux espions face à face. En tout cas, moi personnellement, je me suis régalé. Et puis j'invite les abonnés à aussi faire ce chemin-là, parce que c'est un dialogue avec un journaliste qui pose des questions, un ancien du KGB, c'est toi, et puis un ancien de la DGSE, c'est François Varro. Et donc on a un aperçu de ta carrière qui est passionnante de bout en bout. Et puis comme tu as le sens de la formule, tu as plein de petits exemples qui sont très sympas. Merci. Et donc je me suis amusé à prendre plein de petites notes de choses qui m'ont fait réagir. Et j'aimerais, si tu veux bien, qu'on revienne là-dessus et qu'on se repose des questions sur ces petites prises de notes que j'ai faites à partir de ton livre. Oui, ok, très bien. Alors d'abord, ce qui me surprend, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes techniques et qu'on fait le même travail, le même métier. Et ce qui me surprend, c'est que je pouvais le comprendre, le concevoir dans un service occidental, parce qu'on a tous été formés à la britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. La DGSE, y compris, mais la CIA, pareil. Mais je me disais que de l'autre côté du rideau de fer, peut-être qu'on aurait des techniques un peu différentes. Mais en fait, pas vraiment. Non, je crois que côté technique, on a quasiment la même chose. C'est le métier ou c'est l'activité secrète qui fait ça. J'ai réfléchi aussi à ça. La seule différence, en fait, c'est la différence vraiment idéologique dans notre service, qui était un bras armé du Parti communiste. Pour le reste, à la technique, c'est tout la même chose, parce que finalement, on travaille avec les sources qui sont les sources humaines ou les agents humains. Donc du coup, on est obligé d'avoir la même relation pour le guider, pour le manipuler aussi, pour le pousser à nous fournir le maximum d'informations. Et puis nous, les techniques de tout ce qui est sécurisation, tout ce qui est technique, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est analyse d'informations, finalement on retombe dans le même panier. Ça m'a amusé aussi de constater que vous faisiez la même chose avec les sources humaines. C'est vous leur faites signer un papier qui reconnaît qu'ils ont touché de l'argent. Et voilà, vous le faites, nous aussi on le fait. C'est quand même assez amusant. C'est ça, parce que finalement on a besoin. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on avait deux raisons pour ça. D'abord une raison comptable, une raison technique, parce qu'il faut garder tout en mémoire. Et c'est bien d'avoir la parole de quelqu'un qui a dit voilà, j'ai payé $1 million à quelqu'un, et il fallait quand même une petite signature. Mais c'est aussi parce que la raison est toute bête, parce que si jamais la personne, notre source ou notre agent change d'avis à un moment donné, on garde quand même un petit moyen de pression éventuellement pour lui dire non, on a gardé ta signature, donc voilà. Déjà tu as caché ça à ta femme, tu as caché ça aux impôts, donc déjà aux États-Unis ça pardonne pas. Et tout le service de renseignement ne va pas apprécier. Ouais. Et puis pour faire signer la source, on lui dit mais oui, c'est important pour notre comptabilité. C'est ça, oui. On ne dit pas qu'on va la faire chanter après. La raison, elle est toujours bonne. Maintenant, les sources, oh coucou, maintenant vous le saurez. C'est ça. Non, ne signez pas. Alors il y a une question qui n'est pas forcément dans le livre, mais c'est quelque chose que je me pose la question, je ne sais pas si tu vas me répondre d'ailleurs. Mais la DGSE, elle avait la réputation dans les années 60 d'avoir été infiltrée à très haut niveau. Il y a des traîtres russes qui sont passés ensuite à l'ouest et qui ont fait tomber quelqu'un comme Georges Pack, qui était donc un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui a été condamné à 20 ans de prison, même s'il n'a pas fait ses 20 ans, qui a donné des secrets d'État sur l'OTAN. Mais il se disait, et ce transfuge du KGB avait dit, il y a peut-être Pack, mais il y en a d'autres. Et notamment la DGSE. Est-ce que toi, dans ta formation, est-ce que tu as souvent entendu, oui, la DGSE, c'est bon, on l'a bien infiltré? C'est vrai qu'on a entendu cette petite technique, cette musique-là, parce qu'on avait donc une spécificité quand on faisait les études à l'Institut Andropov. On avait ce qu'on appelle le contre-espionnage extérieur. C'est la branche qui s'occupe de recrutement de sources dans les services adverses. Donc il nous disait que oui, il nous donnait les spécificités par rapport à chaque service. Il disait que les Français, c'est les services sérieux, parfois même casse-pieds, surtout pour contre-espionnage, la DST, la DGSI.
Donc ils peuvent vous compliquer la vie beaucoup. Mais il nous disait que l'historique de service part de la Deuxième Guerre mondiale, donc on était alliés. Il y avait pas mal de communistes qui étaient alliés à Général de Gaulle. Et à la Libération, les communistes se sont donné beaucoup d'efforts pour infiltrer l'armée et les services. Et il paraît que ça a réussi. Tout le monde se souvient du film de Hitchcock, Topaz, où on parle justement de ce réseau, mais apparemment ce réseau a existé réellement autour de Gaulle. Donc on nous disait quand même il faut se méfier. Et puis il y a l'exemple de Vetrov, le fameux Farwell, qui quand il a décidé de trahir pour le compte de la France, parce qu'il était francophile et francophone, il était amoureux de la France, il a décidé de ne pas passer sciemment, de ne pas passer par la DGSE, parce que pour lui, et ça c'est quelque chose qu'il a raconté même après aux juges d'instruction du KGB qui ont travaillé avec lui, donc il y a des archives, il a dit non, c'était mon choix, j'ai pas voulu passer par la DGSE parce que on m'a prévenu que c'était infiltré de nos agents et que je ne dirais pas plus d'une semaine si je leur proposais les services, et donc du coup il a décidé de passer par la DST. Et ça a marché, parce qu'effectivement, c'était quelque chose à contre-courant de toute logique normale. Et voilà, donc nous avons cette preuve matérielle d'un cas qui est le meilleur cas français. D'ailleurs, en fait, les services, c'est peut-être la plus grande réussite de la DST aussi, d'avoir une source comme ça. D'ailleurs, ils étaient très fiers par rapport à la CIA et la DGSE et à la NSA. Et lorsque Mitterrand a raconté ça la première fois à Reagan, les Américains n'ont même pas cru. Hein. Ils disaient c'est pas possible d'avoir autant d'informations. C'était un renseignement surtout dans le domaine économique, donc c'était encore plus intéressant peut-être. Scientifique et technique. Scientifique et technique. Donc l'espionnage industriel. Ouais. Il y a aussi un passage qui m'a interpellé, c'est lorsque tu parles de tes cours à l'Institut Andropov. Et tu dis que tu as eu, c'était un peu ennuyeux, mais que tu as eu l'honneur de rencontrer des stars du monde de l'espionnage, que sont George Blake et Philby. Alors George Blake, pour les abonnés, je précise que c'est quand même une des taupes du MI6 qui a trahi pour le KGB. C'est ça. Et quand John le Carré, le fameux John le Carré, a commencé sa formation à MI6, cette affaire elle éclatait au grand jour, quoi. Et ça l'a traumatisé, ça l'a beaucoup influencé dans ses livres après. Parce que c'était un officier en interne qui était extrêmement expérimenté, très apprécié, et en fait c'était un traître abominable et à cause duquel énormément de gens ont perdu de leur vie parce qu'ils ont été ensuite arrêtés et fusillés. Et fusillés, ouais. On parle de 45 personnes. Ouais. Il aurait trahi 45 personnes comme source qui travaillait pour les services occidentaux. Alors quand on rencontre ces George Blake et ces Philby, qu'est-ce que ça fait ? C'est un coût énorme, hein. Parce que en même temps, quand on est dedans, quand on est à l'intérieur, en fait, on n'a pas cette appréciation humaine, si tu veux, parce on est dans l'euphorie en fait de préparatifs de la formation au service d'espionnage. Donc pour nous, c'est les stars. C'est vraiment, je sais pas, c'est comme si un astronome rencontrait un martien, hein, enfin quelqu'un qui vit sur une planète extérieure. Voilà. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est les rencontres de troisième type, hein, pour nous. Hein. C'est les rencontres qui marquent notre carrière. Blake, il parlait bien le russe. En fait, en plus, c'est quelqu'un qui s'est bien adapté à la vie en Union soviétique parce que donc il a repris du service et travaillé pour le service, donc pour la formation, mais aussi pour les instituts de recherche. Donc il a appris bien à parler russe, même s'il parlait avec un accent. Philby, c'était différent. Philby n'a jamais quitté la Grande-Bretagne, n'a jamais quitté son pays natal. Je crois qu'il était un peu plus déçu que Blake parce que Philby, c'est quelqu'un qui est venu de lui-même en fait vers le communisme sur le fond de la montée du fascisme avant la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc, du coup, c'était quelqu'un qui était convaincu, il fallait pas le convaincre. Et à mon avis, quand il a retrouvé la vie en Union soviétique, il était très déçu. Et ça se voyait un peu, enfin, il avait le regard qui était éteint. Et ce que je sentais aussi dans les deux cas, ils savaient très très bien que pour eux, c'était fini leur pays natal. Qui leur manquait quand même. Philby, en fait, je me suis retrouvé à un moment donné, j'ai eu même plus que ça. En fait, les rencontres, d'abord, c'est à l'Institut Andropov, c'est des rencontres publiques. Donc Blake, il a fait une conférence publique pour toute la promotion, parce qu'il parlait russe, donc c'était facile. Philby, il parlait en anglais, donc du coup, on nous a dit, ceux qui se sentent assez fort pour suivre cette conférence. Pour moi, c'était encore plus intéressant parce qu'à la limite, j'étais un peu déçu que Blake parle russe parce que j'aurais aimé l'entendre en anglais. Philby, il a fait une petite conférence pour un groupe de 20 personnes en anglais. Donc, pour moi, c'était encore plus fort parce que j'étais dans les 20. Oui. Philby m'a marqué plus que Blake. Parce que déjà il était plus vieux et à cette époque-là il faisait déjà partie de la grande légende de 5 de Cambridge, tandis que Blake le service ne racontait pas trop ce qu'il a fait, c'était encore trop récent. Tandis que Philby, c'est les opérations avant la guerre et pendant la deuxième guerre mondiale, on était plus au courant en fait de ce qu'ils ont fait. Philby, comme je travaillais avec le service des illégaux, j'ai contacté on avait contact avec mon noté et je dis voilà, on a eu une conférence et je sais que Philby a dit que je participe à la formation de vos illégaux. Et ça j'ai bien noté et j'ai dit mais les illégaux c'est individuel, donc en fait ils rencontrent individuellement les gens et dit oui il y a un petit truc qui fait des fois pour 3 personnes, des fois pour 4 personnes. Je dis mais il n'y a pas moyen de... Il dit bon on va voir. Et finalement si. Ah, tu l'as eu en direct. Et on a eu mieux que ça, donc ça veut dire qu'il avait un appartement rue Gorky où il vivait avec sa 5e compagne, parce qu'il a eu une vie amoureuse très, très animée. Il avait une américaine, c'était la 4e ou la 3e épouse. Après, il a piqué l'épouse de McLean, quand il était tous les deux à Moscou. Après, ils se rencontraient pas parce que justement, il y avait un côté un peu concurrentiel. Émotionnel, amoureux par rapport à ça. Donc c'est un petit Casanova, Philby. C'est quelqu'un qui avait énormément de charme. Et donc après il a sombré dans l'alcoolisme et il a été sauvé parce qu'il a rencontré Rufina Pokhrova, qui était son épouse soviétique. Et donc j'ai eu l'avantage aussi de visiter leur appartement. Et là j'ai vu, son appartement, c'était Grande-Bretagne. En fait, il s'est reconstruit. Son cabinet, son appartement, qui, selon les critères occidentaux, n'était pas énorme, selon les nôtres, il était pas mal. Il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est que les Anglais lui ont permis de récupérer ses meubles, ses livres. Donc il a reçu un conteneur maritime dans lequel, et même une table, enfin il y a quelqu'un qui lui a fait cadeau d'une belle table anglaise. Moi, avec mon esprit déjà déformé à cette époque-là, je me suis dit, mais ils ont installé tous les micros, en fait, il y a les micros des Anglais. Et donc j'ai eu aussi ce plaisir d'avoir une rencontre en direct avec lui en anglais. Bien évidemment, ça marque, les rencontres comme ça, c'est quelque chose qui... il faut rappeler aux gens qui nous regardent, on ne vit plus dans cette logique de rideau de fer, on ne vit plus dans la logique des mondes vraiment séparés. Mais à mon époque, on vivait quand même vraiment la confrontation et la fermeture du pays. Donc du coup, rencontrer des gens qui venaient de l'autre côté, c'était quelque chose de marquant. À un moment donné, j'ai senti, je lui ai pas dit ça, que il m'enviait. Enfin, il nous enviait. Nous, quand il avait les jeunes qu'il formait, il savait que lui, il n'ira jamais, plus jamais. C'est pour lui fini déjà l'Angleterre et le camp occidental, et que nous, on aura peut-être cette chance
de voir son pays. Et à un moment donné, je crois que dans ses yeux, j'ai lu là, une énorme nostalgie, en fait, presque une tristesse, que quand il nous rencontrait, en fait, ça lui faisait quand même mal au niveau émotionnel. Et donc je reprends sur quelque chose de plus léger. Est-ce que tu parles sur le recrutement? Tu dis que le recrutement c'est un peu comme de la drague. Parce qu'il y a une phase de séduction jusqu'au point de bascule. Et puis, mais c'est pas un seul risque de prendre un râteau. C'est beaucoup plus grave que ça. Parce que si on se fait prendre, on risque d'aller à la prison. Alors tu compares ça plutôt, c'est plutôt une drague homosexuelle dans un pays où l'homosexualité est complètement interdite. C'est ça, parce que la drague, puisqu'on travaille avec le matériel humain, enfin c'est un peu cynique de le dire ça, mais pour nous ce sont les marionnettes, nous on est les marionnettistes, donc on a une approche assez détachée par rapport à nos sources et nos agents, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous apprend, hein. On nous apprend il faut garder toujours ce détachement, parce que c'est juste un moyen d'arriver à nos fins, et s'il faut sacrifier cette source humaine, on la sacrifiera sans aucun problème. Et d'ailleurs c'est ça un des problèmes que ça peut poser lorsqu'on s'attache trop à une relation, lorsque ça passe dans l'amitié, ça devient quelque chose de très fort. Et donc à ce moment-là, c'est vrai, c'est difficile de continuer avec une source comme ça parce qu'on est trop attaché et du coup ça peut influencer les décisions qu'on va prendre. Mais pourquoi je donne cet exemple, c'est parce que en gros, si je dis c'est juste une drague, à la limite on dit oui on drague, on peut prendre un râteau ou pas, c'est fini et on va chercher ailleurs, enfin on va chercher une autre histoire, tandis que la drague de la source ou de l'agence, c'est quelque chose qui peut lui l'amener sur l'échafaud. Et nous, si on a la chance d'avoir la couverture diplomatique à ce moment-là expulsée, mais du temps de l'Union soviétique, expulsé pour toujours, hein, c'est comme pour Philby, hein, si on est expulsé, on ne retrouve plus le terrain occidental parce que tous les autres alliés, ils vont pas accepter notre candidature. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui doit marquer beaucoup plus fortement cette approche. Et du coup, on a beaucoup plus d'adrénaline que juste avec les hormones qui font la montée lorsqu'on a une approche un peu romanesque. Parce que nous, quand on se fait prendre la main dans le sac à la DGSE, je pense on va nous faire repartir sur le terrain, mais peut-être sur un autre pays, un pays suffisamment éloigné. Et donc vous, peut-être pour le KGB à l'époque, c'était moins le cas. Et du coup, ça va pousser les agents à être beaucoup trop prudents. Surtout ne pas prendre de risques, parce que sinon ma carrière est finie à vie, quoi. Je crois que c'était même la faute de service de faire ça, parce qu'il y a même pire que ça. Donc d'abord, il y avait effectivement, ça je le dis, ça se sentait dans les années 80 que les agents partaient plus pour de l'argent ou du beurre que pour du beurre. Et donc du coup, bien évidemment, ils se disaient, si je suis trop actif à ce moment-là, on va m'expulser et donc j'aimerais bien finir quand même mes 3 ou 4 années sous la couverture à l'ambassade. Il y avait ça. Et de l'autre côté, s'ils étaient pris la main dans le sac, le service avait le service adverse, le service de contre-espionnage, avait parfaitement la prise de cet agent. Et d'ailleurs, c'est ça qui a amené les trahisons. C'est pour ça d'ailleurs notre service est réputé, en fait, nous et GRU, sont réputés d'avoir fourni un maximum de traîtres. Donc facilement on peut parler de 100 ou 150 personnes qui ont trahi, donc c'est énorme, hein, et surtout par rapport à par exemple d'autres ministères qui étaient aussi, enfin les diplomates ils étaient aussi sur le terrain, les commerçants ils étaient aussi sur le terrain, les journalistes étaient aussi sur le terrain, ils se faisaient tamponner de temps en temps par les services adverses, et ça n'a jamais donné autant de trahison. En fait, dans le civil, on parle d'une sorte de Albert Tolkachev, qui travaillait dans le service technique du comité central. Mais autrement, il y a très peu d'exemples en fait dans le service civil. C'est surtout les nôtres qui étaient concernés par ce problème. Et je crois que c'est ça. C'est que ils savaient. Le service adverse, quand il les prenait, il disait « Mais vous savez, c'est fini pour vous. Hein. Nous, c'est facile. À la limite, on s'en fout hein, si vous travaillez pour nous. Mais pour vous, c'est fini. » Et les gars, ils savaient pertinemment mieux que le service qui leur disait ça, que c'était fini. Et donc, du coup, ils étaient poussés à accepter les propositions un peu poussives. Intéressant, ça. Ouais. Tu parles à un moment
quand des techniques de sécurité, François Voiroux parle de sa technique du cheveu, quand on glisse sur une porte pour voir si le cheveu est tombé et si les gens ont fait, si un service de sécurité est allé rentrer dans la chambre pendant qu'il n'était pas là. Mais tu parles, toi, de traceurs pour isotopes radioactifs. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise Oui, c'est pas une légende, c'est pas un mythe, c'est quelque chose que le KGB utilisait déjà dans les deux sens. Hein. Le contre-espionnage du KGB, lui, il marquait les cibles, enfin les potentiels traîtres, parce que les physiciens, finalement, ils ont constaté que les isotopes, ça ne donnait pas énormément de radioactivité. Ça veut dire que c'était pas très nocif au niveau pour notre santé. En fait, ça vous amenait pas tout de suite à la tombe ou à la leucémie, mais c'est quelque chose qui était facilement traçable avec le compteur Geiger. Et donc nous, utiliser ça. Après, c'était pas tous les jours, hein, c'est pas quand même pour les opérations importantes où on n'avait peut-être pas d'autres moyens. Et donc, ça marche comment? On va mettre une matière radioactive sur une personne et ensuite on va la voir se déplacer plus facilement? C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça veut dire que cette personne va laisser cette trace radioactive partout où elle va. Ouais. Et donc, du coup, il y a même des capteurs à distance qui sont, si on est assez proche, ces capteurs à distance, c'est comme pour la sonde radio. Ça remplace une puce GPS. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est une technique comme une autre. Hein. On n'avait pas encore les sources GPS, on n'avait pas encore des drones. Il y a un passage dans ton livre avec une anecdote qui m'intéresse aussi, c'est le fameux passage de la filature où tu es filé et tu as une réaction qui n'est pas forcément la bonne face à tes fileurs. Oui, j'ai eu assez... Au début, j'étais fier parce que j'ai construit un piège qui a fonctionné à merveille, même mieux que ce que je l'imaginais. Mais c'est ma réaction par rapport à ce piège qui est mauvaise. Donc, en deux mots, j'ai amené une équipe qui était derrière moi dans une petite cour qui était fermée avec plein de recoins. Et pendant quelques secondes, ils n'ont pas vu que j'ai tourné à gauche dans un petit magasin avec la vitrine qui donnait sur la cour. Donc, ils ont raté ce petit moment. Et derrière, il y avait une rue très passante. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, on a perdu, on n'a pas vu quand est-ce qu'ils sortaient. Donc, ils ne savaient pas. Ils sont tous rentrés dans cette petite cour. Donc, ils étaient 6 ou 7. Pourtant, c'était des spécialistes de la filature. C'était les grands spécialistes de filature. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça aussi que, en fait, j'ai joué là-dessus parce que je me suis dit, ils connaissent la ville mieux que moi, donc ils vont se dire, c'est clair et net, il va traverser cette cour et va ressortir par la rue très passante derrière. Donc il y avait peut-être la majorité de l'équipe qui m'attendait déjà à la sortie. Et c'est là où ils ont commis un tout petit peu la faute. Et une fois, lorsqu'ils ne me voyaient pas ressortir, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils sont tous rentrés dedans et j'avais devant moi, dans la cour où il n'y avait personne, que cette équipe qui commençait à s'énerver, à s'agiter, à parler entre les uns et les autres. Et ça m'a donné déjà le temps de les voir parce qu'on devait les décrire dans le rapport. Donc on devait être précis, quelle taille, quelle corpulence, homme, femme, habillé de telle façon, etc., etc. Donc en fait, j'ai eu le temps tranquillement de mémoriser tout ça. Mais lorsque je suis ressorti, en fait, ils m'ont vu et ils étaient pris vraiment de surprise. Et ils ont, par surprise, ils ont eu des réactions un peu infantiles. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se cacher derrière les voitures, derrière les portes, etc. C'était vraiment marrant, quoi. C'était le cirque. Et j'ai pas réussi à garder mon indifférence par rapport à ça. Donc j'ai eu un petit rire moqueur. Et ce rire moqueur, ça a tué leur ego. Donc ils ont falsifié le rapport de cette filature en disant non, ça s'est pas passé comme ça du tout. Donc en fait, ils m'ont mis sur le dos la faute professionnelle et j'ai été convoqué par le supérieur après ça. Et il m'a dit en réalité, je comprends très bien ce que tu l'écris. Hein, et en réalité, ils étaient vraiment vexés par ton rire, non pas par le piège que tu leur as fait, mais par ton rire conquérant face à ça. Et il dit, ça, c'est une faute très très grave, parce que l'adversaire qui est face à toi, il a plus de moyens, il a tous les moyens, il est dans son pays, donc il ne faut jamais le prendre de court, ni d'arrogance, ni de supériorité. Donc il faut garder
l'échine basse, courber l'échine, et aussi, ce sont des hommes. Donc à la limite, si tu vois qu'ils sont en train de te perdre, mais tu n'as pas une opération extraordinaire, importante pour laquelle vraiment tu as intérêt de les semer, faut les attendre, il faut leur donner le temps de se restructurer, de remettre la finiture comme il faut. Donc il faut en fait avoir de l'estime par rapport à ton adversaire. Il faut l'endormir par la gentillesse, il faut l'endormir par tes habitudes. C'est comme ça que quand tu auras vraiment besoin de quelque chose, ça se fait pas comme dans les films, tu vas pas sauter d'un train à l'autre, des trucs comme ça, parce que à ce moment-là, ils vont comprendre que tu es un espion en train de faire une opération, mais tu feras tout pour que justement ils te perdent de la même façon, et comme ça ils vont se dire c'est notre faute, c'est pas la sienne. Voilà ce que j'ai appris. Ouais, ce que j'aime bien avec cette anecdote, ça nous apprend à faire profil bas. L'espion, il est gentil, il agace pas, il fait pas le malin. Si jamais on est interrogé par les services locaux, pareil, il faut pas avoir l'air plus intelligent qu'on ne l'est. Parce qu'on va dire, toi, ton petit malin, tu nous agaces. C'est ça, et il y a autre chose aussi, hein, c'est que dans les filatures, si tu commences à jouer le malin, bah, la prochaine fois, au lieu d'avoir 6 personnes, donc en fait, s'ils ont l'habitude de te voir tranquille, bah, au lieu de 6 personnes, tu auras la prochaine fois 3, voire peut-être une, et si tu fais le malin, tu auras 6 voitures et 50 personnes, voilà. Et tu pourras plus rien voir et tu pourras plus rien faire, voilà. Il y a une petite séquence aussi, passage où tu échanges avec François Ouarou sur son expérience en Éthiopie. Et vous comparez les deux dispositifs en Éthiopie. Parce que François Ouarou, lui, il travaille tout seul, il est chef de poste tout seul avec un radio, donc ils sont deux. Et toi, tu dis qu'à cette époque-là, le poste du KGB sur place, c'était sans problème une trentaine de personnes. Oui. On a un changement d'échelle là qui est assez impressionnant. Bah c'est ça. En fait, c'est ça un pays pour lequel l'espionnage c'est une énorme priorité politique, et l'autre pays pour lequel l'espionnage existe, mais le renseignement c'est suivant les pays. Mais nous, on a un service qui n'est pas énorme non plus. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se faire l'idée que l'Union soviétique avait des centaines d'agents partout, des centaines de dotés partout. On avait des pays clés. Aux États-Unis, on avait 3 antennes. Et dans chacune, il y avait au moins 30 personnes dans chacune. Donc voilà. Après, disons que, par exemple, Éthiopie, enfin, Pakistan, Afghanistan, ça pouvait être des pays. Inde, à l'Inde, on avait une grosse antenne. Et c'est là où c'est juste une histoire de moyens. Hein. Parce qu'en France, il faut faire voter les crédits, il faut faire voter les budgets, et c'est plus difficile de le faire dans un pays civilisé et démocratique que dans un pays où c'est le parti qui décide. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quand tu dis que, a priori, le russe au KGB en Éthiopie, ce qu'il va faire, c'est pas travailler sur l'Éthiopie elle-même, mais il va profiter du moment de la situation pour travailler sur les Chinois et sur les Américains, parce que c'est beaucoup plus difficile d'essayer de travailler sur les Américains aux États-Unis avec le FBI qui est là tout le temps, alors que là, quand on est un peu en Afrique, c'est un peu open bar, c'est un peu plus facile. C'est ça c'est le principe qui s'est confirmé avec l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs, Shebarshin, qui est devenu à un moment donné le directeur du SVR, enfin de la première direction générale, il venait de l'Inde. C'est parce que justement l'Inde c'était un des pays dans lequel on avait le plus de succès, parce que c'est un environnement qui est déjà ami, plus ou moins. Enfin, on a un rapport une bonne relation. Et puis on travaillait pas contre les Indiens. Ils avaient rien de stratégique par rapport à nous. Donc on travaille sur nos ennemis. Et nos ennemis, quand ils sont dans un pays extérieur qui est aussi un pays cool, bah du coup ils sont plus cool. Donc il y a beaucoup plus de facilité d'approche, parce qu'aux États-Unis il y a le FBI avec toute la machine autour. Donc déjà pour organiser des rencontres c'était compliqué. Dans les pays tiers, Finlande, Autriche, Suisse, l'Inde, continent latino-américain, continent africain, c'est beaucoup plus facile de travailler sur les Américains et sur l'OTAN. Bon, après moi je t'avoue que la DGSE on fait pareil. Et que, par exemple, en Afrique, on va faire de l'Afrique aussi, de l'Afrique politique parce que ça nous intéresse, mais c'est un très beau terrain de chasse pour essayer de recruter un agent russe ou un agent chinois.
Parce qu'en plus, en Afrique, on a des très bons capteurs techniques, on écoute très bien, on a de très bonnes sources humaines, donc c'est beaucoup plus facile. Donc finalement, tu vois, on confirme. On se retrouve dans la même logique. Ce qui est rassurant et inquiétant en même temps. Et autre chose que j'ai apprécié dans ton livre, c'est à un moment tu fais un classement, le classement des services, des meilleurs services mondiaux. Et moi j'ai fait une vidéo là-dessus aussi sur Talks with the Spy, c'est la vidéo qui a le mieux marché, hein, elle est je sais plus, à 300, 400 000 vues. Et donc ça m'intéresserait de voir, est-ce que tu te souviens, je suppose, quel est ton classement des 5 meilleurs services du monde? Okay. Déjà, on avait l'ennemi principal qui sont les États-Unis. Donc tu mets les Américains en premier. Donc les Américains, non. Je dirais, je sais pas. Dans le livre, tu dis oui. Mais après, j'ai un petit doute parce que je doute sur les Anglais et les Américains. Je crois qu'au niveau professionnel, les Anglais sont meilleurs que les Américains. Mais vu les moyens et les budgets, donc les Américains sont les plus gros. Donc en gros, c'est ça. Après, il y a les Anglais. Ils ont de la culture. Ça veut dire que l'Angleterre, je crois, la Grande-Bretagne, c'est le seul pays dans lequel les services secrets représentent l'aristocratie des services. C'est comme chez nous. Hein. On est le KGB, c'est l'aristocratie, l'élite du monde. Après, bien évidemment, le KGB, hein, on est parmi les meilleurs. Mes collègues mettraient peut-être à la première place le KGB, bien évidemment. Moi, après, je ne les mets pas à la première place parce que tout simplement, on a perdu la guerre idéologique. Hein. Donc, l'Union soviétique n'existe plus, le KGB n'existe plus. Donc, de toute façon, même si on était meilleurs... Est-ce la faute du KGB ? Non, c'est la faute du parti, c'est la faute du pays. Mais comme le KGB était le gardien du parti, le gardien du pays, c'est aussi la faute du service. Hein. Donc, forcément. Après, il y a les Israéliens. Qui sont très bons parce qu'ils sont dans un environnement qui est très agressif, donc ils ont intérêt à être bons, hein, donc ça se comprend très très bien. Et après, qu'est-ce que j'ai mis encore, rappelle-moi. Après, tu mets assez rapidement le Vatican. Oui, et donc on a mis le Vatican et François était d'accord avec moi. On a mis tous les deux. C'est plus lui qui a mis le Vatican que toi ? Non, mais on était d'accord. Hein. Moi, j'étais d'accord aussi avec le Vatican. Et il y a Éric Denessé qui a fait la préface et la postface pour notre livre, qui conteste notre vision en disant que le Vatican n'a pas officiellement le service de renseignement. Ça veut dire que c'est pas une structure qui est dans l'organigramme de Vatican. Mais moi, je garde toujours ce classement parce qu'en fait, même si au Vatican, il y a peut-être même pas une structure officialisée, mais le Vatican, l'Église catholique, c'est un grand système de renseignement parce que c'est une Église qui est présente dans le monde entier, où il y a des antennes qui sont les églises, tu as les prêtres, tu as les ordres, tu as les écoles, et donc pour moi, le classement de Vatican comme une institution qui possède le renseignement qui est bien enseigné, moi je garde et je maintiens. D'accord. Moi je serais plutôt d'accord sur DNC, en disant que c'est pas vraiment un service de renseignement, mais bon, François Warou insiste souvent dans le livre sur le côté théâtral un peu de nos métiers. C'est vrai que on joue des personnages, on joue à être quelqu'un qu'on n'est pas, donc il y a un côté de jeu, de théâtre, c'est évident, et toi tu rajoutes avec ton sens de la formule que on est des acteurs, mais que personne n'applaudit à la fin de nos prestations. Oui, c'est un métier malheureux, hein, parce que ça, c'est le côté négatif de notre existence secrète. Bien évidemment, comme c'est secret, nos succès, personne ne les connaît. Même nos supérieurs n'attachent absolument pas d'importance à les faire connaître. Au contraire, le grand public connaît que nos défauts et nos défaites. Et oui, donc en fait c'est quelque chose. Avec François, on était un tout petit peu dans ce livre, un peu pédagogique et pédagogue. On passait aussi quelques messages parce que les jeunes souvent rêvent de devenir espions en se basant sur les romans, sur les films. Et quand ils se retrouvent à l'intérieur, comme nous, on s'est retrouvés à un moment donné avec lui, si j'étais
vulgaire à se faire chier à la centrale à faire le travail administratif. Donc, vaut mieux être préparé à ça. Et donc, les gens qui vont croire que c'est un métier valorisant, mais c'est la valorisation de notre métier est différente. Donc, il faut être très humble et il faut savoir vivre les succès sans être récompensé moralement. Donc, on aura les décorations, mais les décorations qu'on ne pourra jamais afficher. On aura des récompenses financières avec lesquelles on vivra très très bien, y compris avec la retraite à la fin, donc tout va bien. Mais on n'aura pas cette récompense de rang public qui va nous convoquer au Palais de l'Élysée ou au Kremlin. On va être décorés comme des héros et représentés comme les Stirlitz ou les James Bond sur les écrans de la télé. Parce qu'en plus, le truc, c'est que l'opération réussie, elle garde son actualité des fois 50 ans. Donc du coup, même quand on est à la retraite, on ne peut pas se permettre de dire... Moi, j'ai eu de la chance parce que mon service a disparu. Le KGB a disparu. Donc, déjà, j'ai beaucoup de chance par rapport à toi, par rapport à François, parce que vous êtes dans votre pays. Déjà, vous avez énormément moins de liberté que moi, juridiquement, parce que votre service peut vous reprocher divulgation de secret. Moi, mon service a disparu en 1991 et même si le SVR, le FSB se réclame comme un successeur, ils ne peuvent pas le faire à 100% puisqu'ils n'ont pas le côté idéologique du KGB. Donc du coup, je peux me permettre, à la limite, c'est même assez jouissif justement parce que actuellement, je peux me permettre de raconter quelques réussites qu'on a eues. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle idéologie poutinienne finalement? Ça remplace l'ancienne idéologie KGB communiste avec un culte de la personnalité. En réalité, cette idéologie, elle est schizophrénique parce que si on se gardait, parce qu'ils se disent être successeurs du KGB, de la NKVD de Vetcheka, donc Dzerzhinsky. Mais Dzerzhinsky fusillait les capitalistes, les popes, tous les gens qui travaillaient contre le communisme. Donc à la limite, Poutine, s'il était sous Staline, il aurait été fusillé. D'ailleurs, j'ai écrit un petit article comme ça. Si Poutine se retrouvait sous le régime stalinien, il aurait été au goulag. Oui. D'accord. Et alors tu dis, je termine par deux petites formules, une concernant la DGSE, ce que j'avais marqué, voilà, en disant que au KGB, et je suppose au SVR maintenant, enfin, on considère un peu la DGSE comme les petits frères de 3e division. Alors là, j'étais vraiment très vexé. On va se battre. Non, parce que je sais que c'est vrai, et je sais que la Russie se considère, et a raison, hein, comme une superpuissance à égal des États-Unis. Et ensuite, nous, on est de la 2e division, voire 3e division. En réalité, c'est pas entièrement vrai, parce que en fait, je répondais à la question comment le KGB considère la DGSE. Donc, c'est pas forcément ma vision à moi. Alors, pour me venger de la formule 3e division, je te cite à nouveau quand tu dis que la maladie principale au KGB, et peut-être au SVR et au GRU aujourd'hui, mais que c'est la cirrhose. Je maintiens. Tu maintiens. Je maintiens. Après, le truc, c'est que François a confirmé que c'était aussi la vôtre. Et moi, je dirais que c'est la maladie de tous les services, pas de tous les espions. C'est la maladie de tous les OT qui travaillent sur la couverture diplomatique. Parce que la diplomatie, c'est les rangs diplomatiques, ça veut dire qu'en fait, notre renseignement, ça se fait pendant les rencontres avec les collègues dans un pays dans lequel on se trouve. Et l'habitude veut que ces rencontres, c'est des cocktails. Ouais. Ou alors on invite les gens au restaurant, et puis il faut qu'ils soient détendus, contents, joyeux, on fait boire un peu plus. C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, c'est le truc aussi, c'est que quand on travaille dans les pays chauds, si tu bois pas, tu vas tomber malade. Donc, vaut mieux quand même picoler un tout petit peu. Après, vous, Français, avec le vin rouge, et nous, avec notre vodka, on a quand même des traditions aussi chaleureuses dans l'abord des gens. Donc, du coup, c'est une maladie professionnelle. Je maintiens à 200%. Alors, je voudrais terminer par une anecdote encore que tu racontes et qui correspond bien à l'image que je veux donner dans Talks with a Spy et puis dans mes livres et dans mes podcasts aussi. C'est d'aller à contre-courant de l'imagerie James Bondienne.
Et notamment, quand tu réponds à la question, qu'est-ce qui est le meilleur souvenir de ta plus grande satisfaction professionnelle, tu as une réponse qui va peut-être à l'encontre des clichés. Oui, parce que le grand public, il nous imagine courir avec les Kalachnikov, coucher avec les belles filles, et donc ça, et moi et François, on a nié ça, et toi tu es d'accord avec ça, je suppose aussi. Faut pas oublier que nous on fournit le renseignement. Notre travail, c'est le renseignement. Ça veut dire on fournit l'information qui est analysée, qui est préparée, qui est synthétisée pour permettre à nos politiques de prendre de bonnes décisions. Et donc, du coup, comme c'est l'information qui est le plus grand but de notre existence, bien évidemment, cette satisfaction, c'est lorsque l'information que tu fournis permet à faire quelque chose de grand. Et pour permettre ça, elle doit arriver au plus haut. Et donc, ma plus grande satisfaction, c'est lorsque j'ai rédigé une fiche informative, où j'en passe des détails, hein, c'est pas important, c'est lorsque la fiche est revenue et j'ai vu la signature de directeur de cabinet de Gorbatchev, donc Boldin, et Gorbatchev ne signait rien. S'il y avait la signature de Boldin, c'est-à-dire que c'est Gorbatchev qui a lu le document. Et en plus, après, j'ai eu l'appréciation de Drozdov, mon directeur, qui m'a dit non seulement il a lu, mais on nous a reconvoqués pour avoir des précisions. Donc ça a bien marché. Et le truc aussi, c'est qu'on a organisé une petite fête après, donc on a bu de la vodka, c'était vraiment la grande réussite. Et donc le service était reconnaissant, parce que non seulement on a satisfaction de voir cette signature et on a conscience qu'en fait on participe à faire l'histoire. C'est ça le truc. C'est que moi, en plus, j'étais dans les années 1990, avec Perestroïka, avec le changement de paradigme entre l'Occident et l'Orient, et j'avais vraiment l'impression de vivre l'histoire. On a rarement la conscience de ça, et avec des documents comme ça, on arrive à vibrer ce moment comme quoi je suppose que quelqu'un qui a participé à la crise de Caraïbes entre Khrouchtchev et Kennedy, il ressentait à peu près la même chose. Je ne sais pas si toi tu as eu de la chance, parce que souvent en fait la formation est séparée. Nous on l'accueille, après on la livre à la centrale, elle est analysée, c'est pas nous qui la livrons. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une période qui était... on cassait les codes, on cassait les méthodes de travail, et je servais et d'auté sur le terrain, et en même temps d'analyste derrière qui rédigeait le papier fini, ce qui n'est pas notre travail d'habitude à l'OT. Et en France, moins encore, parce que en fait, on a des cultures différentes. Le KGB formait les espions comme petits analystes, parce qu'en gros, il nous disait, quand vous êtes sur le terrain, vous devez être capable de comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est exactement la même procédure à la DGSE. Voilà. Il faut commencer analyste pour savoir ce qu'on recherche. C'est le type de renseignement qui va être analysé ensuite. C'est ça, parce que si, en gros, il nous disait, si tu vas nous fournir 10 000 documents qui ne vont servir à rien, en fait, c'est pas la peine, hein, tu perds du temps. Hein. Donc, du coup, tu dois savoir faire le premier prix sur le terrain. Et moi, j'ai eu la chance encore plus belle, ça veut dire que je rentrais à la centrale et je servais d'analyste parce que justement, on voulait cloisonner, donc on voulait pas que ça se divulgue trop. Et du coup, je rédigeais les notes d'information, et bien évidemment quand tu reçois la signature comme quoi cette note a été lue par le secrétaire général ou par le président et était appréciée, et tu as tes supérieurs qui apprécient son travail, là c'est une grande satisfaction. Et cette anecdote elle a résonné en moi ensuite, parce que j'ai encore vu une analogie avec la DGSE et puis le KGB, etc. Parce que je me souviens avoir quelques OT, aussi traitants à Paris, qui disaient tiens, moi j'ai eu un retour signé du président qui avait mis dans la marge, très intéressant, bravo. Et c'est sympa de la part du président de prendre le temps de récompenser, c'est ce petit plaisir de l'officier traitant dans son coin, son analyse qui a fait son papier, et tout d'un coup, il a le président qui a pris son temps, et dit tiens, ça c'est intéressant, là j'ai été informé de manière positive, et c'est ça une des grandes joies du renseignement.
C'est ça. C'est modeste, ça se filme pas tellement, c'est pas très cinématographique, mais... Disons qu'effectivement, dans les films d'Hollywood, on aura du mal à faire comprendre au public pourquoi c'est jouissif. Mais nous, on le comprend de l'intérieur, et d'ailleurs c'est assez marrant, parce que ce qui me fait énormément plaisir avec ton interview, c'est que je vois que ce livre qu'on a destiné en fait au grand public, on se disait il est peut-être pas très bien rempli pour les professionnels, mais que professionnels comme toi, qui s'y retrouvent, qui le trouvent pertinent, intéressant, avec des anecdotes, etc. C'est la plus grande récompense pour moi. Et merci encore pour cette invitation.